tous. Radio Judaïka, la communique. Confinement, combienième jour? 9e, je crois, hein, si je ne dis pas de Neuvième bêtises. jour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, Olivier, bonjour Dan, Philippe. Bonjour. Et nous attendons l'arrivée de Sophie. Dan. Bien, eh bien, donc nous en sommes au 9e jour de confinement et des informations circulent en tous sens. Nous avons donc voulu aujourd'hui faire un point sur un moment et un lieu important de notre communauté. C'est la Fondation Elisa, présidée par Emmanuel Geisman, qui nous a fait bien le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui. Bonjour Emmanuel Geisman. Bonjour. Merci à tous. de rejoindre cette réunion Zoom, cette information sur la communique. Vous êtes le président de la Fondation Elisa. Il y a environ 130 résidents, eux aussi confinés sur plusieurs bâtiments à la Fondation Elisa. Comment est-ce que cela se passe aujourd'hui avec la Fondation Elisa et surtout les résidents? Alors d'abord, j'apprends que nous avons 130 résidents, je ne le savais pas. Il me semblait, à C'est l'époque, une information intéressante. résidents. On découvre des choses sur la communique. Voilà. Oui. Sinon, pour plus sérieusement, non, nous n'avons pas 130 résidents. Nous avons une capacité théorique de 129 lits et nous avons une capacité réelle qui est plus proche des 110 et nous avons une population qui est plus proche des 90 à ce jour. Comment ça se passe? Eh bien, je dirais qu'on touche du bois, ça ne se passe pas trop mal. De manière générale, quand on voit ce qui se passe partout ailleurs, et notamment dans les différents EHPAD, ou celui des Vosges qui a été tristement cité dans les médias ces derniers jours. Donc, ça ne se passe pas trop mal chez nous. Il y a beaucoup de bruit qui circule, et ce sont des faits, on le sait, de gens qui pensent qu'il n'y a pas de masque, qu'il n'y a pas de matériel. On annonce des hécatombes à Elisa et il n'en est rien, Manu. Il n'en est strictement rien. La médisance communautaire fonctionne toujours aussi bien. Il n'en est strictement rien. Nous n'avons aucun problème de matériel puisque nous avons des gants de toutes les tailles, des masques chirurgicaux, des surblouses, des charlottes et nous avons depuis hier soir des masques FFP2 qui nous ont été généreusement offerts par l'un de nos 2 pharmaciens partenaires, la pharmacie Beck à l'Estanade, pour ne pas le nommer. Voilà, pour ce qui est du matériel. Donc, nous n'avons aucun problème de matériel et nous avons pris les devants de toute façon puisque nous nous sommes assurés d'avoir tout ce qu'il fallait en termes de matériel de protection, d'une part, et d'autre part, nous avons vérifié également, puisqu'il y avait des rumeurs de pénurie d'oxygène, nous avons également vérifié que nous avions ce qu'il fallait, que nous étions en capacité de nous approvisionner en oxygène si besoin en était. Et là encore, mon vice-président Marc Rosenstiel, médecin de son état, a pris ce dossier en main et a pu obtenir toutes les garanties quant à la qualité et la quantité de nos stocks de produits médicaux et de protection. Alors, Manu, il y a quelques cas évidemment de personnes contaminées. Comment sont-ils traités? C'est-à-dire à l'isolement, certainement. Alors, je vous répondrai partiellement, évidemment, puisque nous touchons là à la frontière du secret médical. Mais je peux vous dire que nous avons eu effectivement l'un ou l'autre cas, des cas qui sont hospitalisés, des cas qui sont sur place. Mais en tout état de cause, les résidents sont isolés puisqu'il y a évidemment un confinement qui a été mis en place, puisque nous avons plusieurs bâtiments. Donc, les cas suspects sont également isolés et confinés par sécurité. Donc, nous avons au Moulin Vert plusieurs personnes qui sont à l'isolement, suspects ou confirmés. Nous avons également des cas hospitalisés, mais ça, nous en avons malheureusement tout le temps eu égard à la population que nous accueillons.
Pour ce qui est de l'unité Émeraude, il y a là un cas qui est potentiellement suspecté, qui est à l'isolement, mais toute l'unité est en confinement. À Saphir, il n'y a aucun cas avéré ni suspecté, donc pas de souci. Et là aussi, tout le monde est en confinement. Il y a l'unité Cristal. Toute l'unité est également en confinement par rapport aux cas suspectés ou avérés qu'il pourrait y avoir. Alors, un petit mot également, Manu, sur la cache-route. C'est une maison cachère, évidemment. Comment se déroulent les contrôles? Tu veux vraiment rentrer sur ce terrain, Thierry? Non, Eh bien, ça semble être un sujet, comment dire, un petit peu compliqué. Non, je sais que les contrôles sont maintenant, pas toute personne extérieure est interdite et que les contrôles sont un relais au sein de l'établissement. non, les contrôles, il y a eu, à mon sens, un certain nombre de dysfonctionnements au sein du rabbinat et je dirais même potentiellement une prise de risque par rapport au Covid en venant sur place pour faire des contrôles qui, à mon sens, n'étaient pas nécessaires en cette période, eu égard aux circonstances, au virus que nous subissons aujourd'hui, au confinement et à la population particulièrement à risque que nous accueillons dans les EHPAD. Il y a eu derrière une nouvelle demande du consistoire de vouloir venir en cuisine, voir comment se passaient les choses régulièrement ou qu'un résident le fasse. D'abord, pour le premier problème, j'ai demandé à ce que les rabbins qui étaient sur place quittent immédiatement les lieux parce qu'ils n'avaient rien à faire là en cette période, eu égard encore une fois au risque de contagion, sachant que par ailleurs le rabbinat est lourdement touché par le Covid. Et pour ce qui est de la deuxième demande, j'ai là aussi opposé une fin de non-recevoir puisque je pense que nous sommes dans un cas de force majeure. Emmanuel, oui. je crois que pour autant, pour connaître un peu le sujet, il me semble que le Dayan a pris position dans ta direction et qu'aujourd'hui, les choses semblent être revenues dans un fonctionnement adapté à la situation et à une compréhension d'une situation exceptionnelle avec une réponse exceptionnelle. Non, la réponse exceptionnelle, c'est moi qui l'ai donnée. On me pose une question, Thierry me pose une question, j'y réponds. Je ne voulais pas forcément rentrer sur ce sujet, mais Thierry m'a posé une question, j'y réponds. La position, c'est moi qui l'ai prise et je trouve tout à fait dommage que ce soit à moi de rappeler au consistoire qu'on est dans une période qui justifie des mesures exceptionnelles et que j'ai besoin de rappeler qu'il n'est pas possible que quelqu'un vienne sur place alors même que nous respectons les règles de cache-route scrupuleusement à la lettre, que nous avons un chômeur en interne qui certes a été malade également, donc qui n'était pas là, mais pour autant, les règles sont scrupuleusement respectées et au même titre que sur d'autres points à la RIC, le rabbinat a pris des positions. Je pense que là, il fallait la prendre également et nous fonctionnons dans le respect des règles, mais il n'est pas envisageable d'avoir un rabbin qui vient sur place alors même que le rabbinat est lourdement touché par le virus en ce moment. De respect des règles. Merci Manu pour ces réponses exhaustives. Merci pour vos interventions. J'ai le plaisir d'avoir le docteur Sophie Reuter, établissement français du sang, responsable des collectes mobiles sur le département. On va faire un petit point santé et autorisation confinement. Comment se passent les collectes? On sait qu'on a besoin toujours autant de sang malgré la continuité et le confinement. Est-ce que ça se passe au niveau des collectes sur le Bas-Rhin, docteur Reuter? On n'entend plus. Est-ce qu'on pourrait lui donner le micro? Le micro. Le micro, on n'entend pas. Docteur Reuter, est-ce qu'elle nous entend? Oui, mais Thierry, il faut que tu ouvres le son. Vous avez le micro coupé. Docteur Reuter? On n'entend pas. Thierry, il faut que tu cliques en haut à droite de l'image de Sophie Reuter pour que tu y actives le son. C'est fait. Si tu veux bien. Voilà. Non. Nous sommes confinés encore. Non, c'est fait. Côté.
Je profite de ce petit flou pour vous donner quelques précisions complémentaires. Voilà, Sophie. C'est bon. Désolé, Manu. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Alors, je te laisse répéter ta question parce que je l'ai oubliée. Non, les collectes, c'était la petite blague, pardon. Les collectes, elles se passent bien. Évidemment, on a eu des grosses difficultés en début de semaine dernière, qui était le début du confinement, où on avait une fréquentation qui était devenue quasiment très, 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 très faible, jusqu'à ce qu'il y ait la conférence de presse du professeur Salomon qui parle du don de sang en disant que c'était essentiel et vital de maintenir la collecte de sang. Et depuis, on a envoyé des communiqués de presse qui ont largement été relayés dans la presse et on a été, je dirais, littéralement envahis par des personnes qui veulent donner leur sang. Et donc, on est en train de gérer toute la complexité qui est d'accueillir de nombreux donneurs maintenant, puisqu'on a des besoins, mais on a les mêmes besoins qu'habituellement, on n'en a pas plus, et de respecter les règles d'hygiène et de sécurité pour tous, au vu des règles imposées de 1 mètre entre chaque personne. Et si on a un afflux massif de donneurs en même temps, c'est un petit peu complexe à gérer. Donc, le message que l'on veut délivrer, c'est bien sûr, on a besoin de produits sanguins, puisqu'il y a une durée de vie qui est limitée, qui est de 7 jours pour les plaquettes et de 42 jours pour les globules rouges. Et on n'a pas besoin que tout le monde vienne en même temps. Ce qui est important, c'est de se mobiliser sur la durée, de venir régulièrement, puisqu'un donneur qui a donné son sang total ne pourra revenir que dans 56 jours. Donc, on a besoin d'étaler les dons dans le temps pour, d'une part, pouvoir les recevoir dans des bonnes conditions et, d'autre part, couvrir les besoins sur plusieurs semaines, puisque c'est parti pour durer plusieurs semaines. C'est vrai que les femmes sont toujours à cheval sur les dates de fraîcheur quand on achète des produits. Là, c'est de la fraîcheur maximale. Comment est-ce que vous gérez justement, alors au-delà des mesures de sécurité, comment est-ce que ça se passe en termes de sécurisation des donneurs atteints, pas atteints, malades, pas malades? Comment est-ce que c'est géré à l'entrée? Il faut être évidemment en bonne santé, se sentir bien de préférence, mais imaginons qu'on est incubé, mais on n'a pas encore développé la maladie. Comment ça se passe? Alors, de toute façon, effectivement, il faut être en bonne santé pour venir donner son sang. Donc, si on tousse, qu'on est fatigué, qu'on a de la fièvre, eh bien, il ne faut pas venir. Il faut venir uniquement si on est en bonne santé. Et puis après, il y a un questionnaire avec une 40aine de questions à remplir une fois que vous serez arrivé, où on va vous questionner sur beaucoup de problématiques de santé. Et puis, vous serez vu en entretien pré-don par un médecin ou une infirmière qui va reprendre ces principales questions et bien vous questionner pour savoir si vous avez été malade, si vous n'avez pas de symptômes aujourd'hui du type courbature, fièvre, de gorge, toux, essoufflement. Si c'est le cas, évidemment, on vous renverra immédiatement sans rester dans la file d'attente et on ne vous prélèvera pas. Et si la réponse est non à toutes ces questions, vous serez prélevé et vous avez un numéro qui s'appelle un numéro d'information post-don qu'on remet à tous les donneurs et qui est très important d'appeler s'il y a les moindres symptômes de fièvre, de maladie, de quoi que ce soit. Très rapidement, c'est un numéro qui est ouvert H24, 7 jours sur 7 et qu'il faut absolument utiliser. Ce n'est pas nouveau depuis la crise du Covid, c'est quelque chose qui a toujours existé puisque les temps d'incubation, ce n'est pas spécial Covid, c'est pour toutes les maladies virales et bactériennes en cours. Docteur Hutter, est-ce qu'il y a un lien direct entre le besoin de sang et la maladie? Alors, la maladie du Covid-19, je dirais, là, tout de suite, il n'y a pas de lien direct. C'est par rapport au Covid-19. Oui. Il n'y a pas de lien direct immédiatement. Maintenant, il peut y avoir des besoins sur des défaillances multiviscérales qui sont en réanimation. Donc, pour les cas en réanimation, je dirais oui, mais ce n'est pas ça qui va puiser en nombre dans nos réserves. Ce sont plutôt les autres urgences médicales qui, elles, vont continuer à arriver et tous les malades chroniques qui ont besoin de manière répétée et régulière de produits sanguins. Je pense aux personnes sous chimiothérapie qui ont des besoins réguliers parce qu'on ne pourra pas retarder leur chimiothérapie. Je pense à des hémorragies digestives qui peuvent être spontanées, à des maladies génétiques comme la drépanocytose où ça ne peut pas patienter, aux accouchements qui saignent, qui continuent de saigner aujourd'hui et qui vont se faire parce qu'on ne va pas pouvoir reporter les accouchements.
Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, globalement, au début de la crise, la semaine dernière, comme on a eu beaucoup d'opérations qui ont été reportées, toutes les opérations non urgentes, on a vu les sessions aux hôpitaux qui ont diminué, qui se sont calmées par rapport à ce qu'on connaît habituellement. On voit que c'est en train de réaugmenter depuis ce début de semaine pour les hôpitaux du Bas-Rhin. Donc, ce qui veut dire que le besoin est là, un tout petit peu moins important qu'habituellement parce qu'évidemment, tout ce qui peut être reporté comme chirurgie l'est actuellement par les cliniciens. Mais effectivement, plus on aura de patients en réanimation liés au Covid, plus les besoins en produits pourraient augmenter. Mais je pense que ce n'est pas ça qui va être le plus gros des besoins. Merci Sophie Reuter pour cet exposé clair et concis sur les besoins en sang. On reste bien sûr connecté et surtout on continue de se mobiliser et de venir donner, mais avec entre guillemets parcimonie. Dans la durée, on aura besoin de vous longtemps. Et dans la durée, c'est bien retenu. Merci beaucoup. Et je peux rappeler du coup pour finir mon intervention l'adresse de notre maison du don à Strasbourg qui est située 10 rue Spielmann. Tout près du nouvel hôpital civil et qui est ouvert de 8h à 19h45 du lundi au vendredi matin, au vendredi soir et puis le samedi matin de 8h à midi et demi. Voilà. Une question qui semble peut-être bête maintenant, mais qu'est-ce que l'on coche comme case dans la nouvelle attestation de déplacement dérogatoire? Parce qu'il y a plusieurs choses, il faut qu'on se déplace avec notre, je rappelle, avec la… Ah bon, on ne voit pas. Avec, non, on ne voit rien. J'imagine que ces consultations et soins ne pouvant être assurés à distance, ne pouvant être différés, ou déplacement pour motif impérieux pour l'assistance aux personnes vulnérables. Voilà, c'est ça. C'est l'assistance à une personne vulnérable. Voilà, c'est ça qu'il faut cocher pour se rendre aux collectes de sang. Et vous dites, si vous êtes interrogé par les forces de l'ordre, que vous allez sur une collecte de sang. Et nous, une fois que vous vous êtes rendu à la collecte, on vous remet une attestation de présence, comme quoi vous vous êtes présenté chez nous. Voilà, donc ça c'est pour les motifs administratifs. Merci beaucoup, Dr Reuter, pour cet exposé parfaitement clair. Et on reste dans la continuité médicale avec le docteur Philippe Lévy. Et moi, je vous abandonne. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Docteur Philippe Lévy, c'est le côté dentiste maintenant et l'association Alpha Omega. Est-ce que Philippe, vous nous entendez? Tout à fait. Bonjour. Alors, chez vous, bonjour, on Dan. peut aller après au don du sang. On ne l'a pas précisé, mais si on était chez le dentiste une semaine avant, on ne peut pas aller donner son sang pour les risques de saignement. Donc, on peut aller chez le dentiste, mais pas au don du sang. Il faut choisir, mais si on a mal aux dents, il y a priorité. Alors, d'abord, un petit mot sur l'association Alpha Omega. Qu'est-ce que c'est Alpha Omega? Alpha Omega, c'est une association de dentistes qui est une association mondiale créée en 1907, donc elle est plus que centenaire et qui, en fait, au début du siècle 1907, en fait, il y avait beaucoup de ségrégation dans les universités américaines et les étudiants se sont regroupés entre eux afin de pallier à des difficultés dans l'enseignement pour pouvoir réussir les examens. Et à la fin des études, ils ont trouvé que se réunir, c'était fort sympathique. Ils ont à ce moment-là créé une association et c'est, on va dire, une association à l'américaine. Hein, c'est des chapters, c'est des chapitres. Donc, ils ont créé un petit peu plus de chapitres, un petit peu aux États-Unis et au Canada. Et il y a une quarantaine d'années, ces chapitres américains, Alpha Omega, ont traversé l'Atlantique pour finir en Europe. Premier chapitre ouvert à Paris. Et en 2020, nous avons 9 chapitres en France. Paris, Marseille, Toulouse, Montpellier, Grenoble, Lyon, Nancy, Metz, Nice, voilà. Et vous avez un chapitre en Allemagne, en Suède, en Angleterre, voilà. Donc, c'est un réseau qui est un petit peu mondial. On a entre 5 et 6 000 membres au monde. Et notre association repose maintenant de nos jours sur 3 piliers qui sont l'excellence en dentisterie, la fraternité et les défenses des valeurs du judaïsme. Dans le monde entier, généralement, ça se fait de la même façon. Nous organisons des soirées, des activités, des événements. Ces événements sont sponsorisés par des laboratoires dentaires qui nous financent et tout l'argent récolté, en plus des cotisations pour être membre, c'est de l'argent qui est reversé. Alors, c'est reversé localement à des associations caritatives, c'est reversé aux universités de Tel Aviv ou de Jérusalem parce que les universités en Israël, c'est comme aux États-Unis, elles sont privées. Dépendent et sont tout à fait, elles sont privées. Et puis, l'université de Tel Aviv et de Jérusalem ont été fondées par Alpha Omega. Vous avez un grand logo comme ça qui est à l'entrée de l'université. Et on aide aussi Magen David Adom, d'autres associations qui effectivement en ont besoin. Alors, et je précise, c'est très important, c'est en dehors d'aider ces universités en Israël, on aide localement, ce qui est très important. Et on a aussi
puisque c'est dans le domaine dentaire, en tout cas à Strasbourg, une étroite collaboration avec la faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg. Et tout ça, pourquoi je le précise, c'est parce qu'on a eu, il y a une vingtaine d'années, grâce à Maurice Dahan, l'opportunité de créer deux facultés jumelées grâce à Alpha Omega. Donc, la faculté dentaire de Strasbourg est jumelée la faculté dentaire de Hadassah à Jérusalem grâce à Alpha Omega, dont le président était à l'époque Maurice Dahan, suivi par votre co-animateur Thierry Rose. Et depuis 13 ans, c'est moi qui en assure la présidence à Strasbourg. Par votre présence, monsieur le président. Alors, on a beaucoup de présidents, beaucoup de baronnesses dans cette discussion. J'en profite quand même, justement, le lien dentaire. Nous avons toujours avec nous en ligne Emmanuel Gaspagne, qui est président de la Fondation ELISA. Les besoins dentaires et en dentisterie sont aussi très importants chez les personnes âgées. Est-ce qu'il y a des liens qui sont faits entre les deux, entre Alpha Omega, la Fondation ELISA, et finalement, comment est-ce que tout cela s'articule aussi en termes locaux? Philippe, je laisse répondre. Merci. En fait, il y a une dizaine d'années, je ne sais pas exactement quand, mais c'était à l'époque de Lucien Zana, disparu depuis quelques années maintenant, avait fait don de son cabinet et avait un souhait, c'était effectivement de créer un cabinet dentaire à ELISA. Et effectivement, ce cabinet dentaire est l'un des tout premiers cabinets dentaires qui a eu lieu, je pense, en tout cas en Alsace et peut-être même sur la France, je ne sais pas, je ne saurais pas répondre, mais en tout cas en Alsace, on était le premier cabinet dentaire à être installé dans une fondation, dans un EHPAD, dans un lieu où il y avait un certain nombre de personnes âgées. Et à la date d'aujourd'hui, une fois par semaine, bon, maintenant du fait du confinement, la situation est un peu différente, mais jusqu'au mois de février, effectivement, on a un praticien strasbourgeois qui se déplaçait, qui avait des consultations au sein même de ce cabinet pour les gens qui sont à ELISA. Très bien. Alors, Philippe Lévy, Alpha Omega, comme tu l'as rappelé, est une fraternité dans le vrai sens du terme, en plus de son côté scientifique. Alpha Omega a ce côté, on va dire, à l'américaine, un peu maçonnique. Donc, c'est surtout la bienfaisance qui est mise en… bien l'américaine parce qu'il n'y a rien d'occulte. C'est la bienfaisance qui est mise en avant et je voudrais rendre hommage à Philippe qui m'a succédé, qui a toujours été répondu présent pour tous les besoins lorsqu'il y a eu des attentats, lorsqu'il y a eu des besoins aussi en Israël, pour Zichron Menachem, très cher à Maurice Dahan. Et je dois dire que Philippe a répondu à mon appel hier pour un don exceptionnel au fonds d'urgence que nous avons mis en place pour cette crise du Covid-19 et rendre hommage à la fraternité d'un don important que Alpha Omega a fait et qui en fera sûrement d'autres pour venir en aide à nos frères dans le besoin, en nourriture, en matériel de barrière, c'est-à-dire des masques, du gel, des gants. Aujourd'hui, on manque beaucoup de surblouses, de survestes dans les EHPAD, dans les hôpitaux aussi. J'ai dû donner mon stock à un ami anesthésiste réanimateur en clinique. Et bravo Philippe de toujours répondre à nos appels. Alors c'est très gentil, mais c'est pas moi, hein, c'est notre association. On est un bureau, on est une dizaine de personnes et les décisions sont toujours prises de façon collégiale à Alpha Omega à Strasbourg. Bon, mais voilà, en tout cas, un grand merci à tous de participer collectivement et surtout de connecter l'ensemble de ces événements que vous animez et vos priorités à tous, s'occuper de l'autre et s'occuper de ceux qui en ont besoin. Alors, on arrive presque à la fin de notre émission. Il est de tradition de terminer sur les activités et les rendez-vous à venir, Olivier Samuel. Dan, merci. Effectivement, donc les actualités de la journée, c'est la conférence du Rav Snarla sur les halachot de Pessar ce soir à 16h. Le cours du rabbin Rebibo, toujours bien sûr à 20h. Et Sami Neter qui donne rendez-vous aux jeunes du Talmud Torah à 20h. La conférence du rabbin Rebibo à 21h et Sami Neter qui donne rendez-vous aux jeunes du Talmud Torah à 20h. Et bien sûr, il y a la petite histoire d'Alia à 15h30. Ça marche de mieux en mieux et demain, je vous invite à vous connecter à 11h avec l'équipe des garçons du Kollel qui sont super, qui ont démarré aujourd'hui et qui démarrent une petite étude de Talmud en live avec vous et c'est extrêmement utile. Philippe Lévy, tu voulais encore rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste rajouter encore une petite chose. On a parlé d'Alpha Omega, c'est une chose, mais
Je voulais juste revenir sur le côté chirurgien-dentiste, si jamais les gens effectivement s'intéressent comment ça se passe actuellement sur Strasbourg, parce que vous savez très bien que tous les dentistes ne travaillent plus depuis maintenant plus d'une semaine. Les cabinets dentaires, on nous a demandé, le Conseil de l'ordre, de fermer nos cabinets dentaires. Donc que les gens sachent que normalement leur dentiste est là pour répondre à leurs interrogations, à leurs questions et à les adresser après avoir fait effectivement un questionnaire oral pour savoir ce qu'il en est au niveau des douleurs, parce qu'il n'y a que 4 actes qui sont reconnus comme des urgences absolues. Et je voudrais juste que les gens retiennent un numéro en dehors de leur numéro de praticien s'ils n'arrivent pas à le joindre. On a un numéro qui est une plateforme, c'est un 0820 69 2008. Je répète, 0820 69 2008. C'est un numéro. Il y a des régulateurs dentistes sur Strasbourg qui sont là pour pouvoir vous épauler et répondre aussi à vos questions par rapport aux soucis dentaires que vous pouvez avoir. Merci beaucoup, Philippe Lévy, pour cette précision. Emmanuel Geismann. Oui, alors juste encore 2-3 petites précisions rapides. Je voulais juste aussi vous dire que contrairement aux recommandations de l'ARS qui sont tombées le 12 mars sur le confinement des EHPAD, nous avons pris les devants puisque nous avons organisé ce confinement dès le 8 mars, alors que les recommandations sont tombées le 12. Pour autant, ça n'a pas pu empêcher ce fléau de pénétrer dans notre maison, mais tout au moins certainement de le limiter. Au niveau du matériel, je préciserai encore pour vous illustrer toute l'importance que nous portons aux mesures de protection, que nous avons du personnel qui porte des surblouses et des charlottes qui sont éliminés dans le circuit d'ASRI, donc dans le circuit des déchets médicaux qui ne doivent pas rester à la portée de tous compte tenu du danger potentiel qu'il pourrait y avoir, que par ailleurs les repas sont servis dans de la vaisselle jetable, là encore pour éliminer dans le circuit d'ASRI pour éviter tout risque, et que le linge des personnes contaminées est traité dans des sacs hydrosolubles, ce qui permet de le distinguer et de le laver de façon séparée du linge des autres résidents pour éviter tout risque de propagation par les vêtements, et qu'enfin tout ce qui est linge plat, savoir draps, serviettes de toilette, sont éliminés via un protocole imposé par le prestataire dans des sacs parfaitement identifiés. Et je conclurai en vous informant que nous ouvrons cet après-midi le 2e étage du Moulin Vert, donc du bâtiment du Moulin Vert, dans le but d'organiser une zone dédiée aux cas suspects ou confinés pour les isoler au maximum et éviter tout risque de contamination. Mais qu'en aucun cas, contrairement à ce qu'on peut entendre dans d'autres EHPAD, nous rassemblons les éventuelles personnes contaminées ou suspectées de l'être dans une seule chambre en les entassant pour que, bien évidemment, il n'y ait pas d'autre issue que la contamination. Nous gardons évidemment chaque résident dans une chambre séparée pour à la fois le protéger les autres, être en mesure de le soigner et éviter que le virus ne se propage aux gens qui n'auraient finalement rien d'autre. Merci beaucoup, Emmanuel Geismann. Ce que je vous propose peut-être, c'est que… Juste un petit mot, j'aimerais juste rajouter un petit mot, c'est assez important. Le cas, la discussion qu'on a avec Elisa est extrêmement intéressante et elle démontre aujourd'hui quelque chose qu'on voit de façon transversale dans la vie communautaire strasbourgeoise, c'est le niveau de compétence et de mobilisation des équipes de bénévoles sur chacun des segments de la vie communautaire. Quand on voit la mobilisation qui est faite par l'équipe d'Elisa autour en amont de ce qui a été fait, de ce qui est fait au quotidien et de ce qui va être à faire, je crois qu'on a beaucoup de chance d'avoir dans chacune des structures des gens qui sont aussi mobilisés et aussi impliqués dans la responsabilité. Vraiment un grand coup de chapeau. Mais je pense que tout le mérite de ce qui se passe à Elisa revient avant tout au personnel qui se dévoue corps et âme pour que cette maison puisse continuer à tourner dans les conditions que nous connaissons, et à notre nouvelle directrice, Madame Gaude, qui a pris le train en marche et qui est là depuis début février et qui est à la fois déjà très fortement impliquée dans les problèmes avec le Covid et qui a su prendre la direction de la maison d'une main de maître en vraiment très peu de temps et à devoir tout de suite gérer un problème aussi grave que le Covid-19. En tous les cas, Emmanuel Geismann, ce que je propose, c'est peut-être que venez régulièrement nous retrouver le temps de ce confinement ou avec une vidéo peut-être d'une animatrice ou de gens qui sont à l'intérieur de la fondation pour nous donner des nouvelles et pour donner des nouvelles à l'extérieur pour qu'on puisse bien évidemment garder le lien et le partager avec les autres membres de la communauté. On vous recevra avec plaisir. Merci. Bien, merci à tous. On se retrouve demain, Dan.
On se retrouve À demain. très bientôt. À demain. Bye bye. Merci. Au Allez, à tous. revoir.